Cette émission est un projet du réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix, PENCOP, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, réalisé par l'UNESCO. Les bonnes pratiques des réseaux sociaux, une émission qui aborde les règles de base pour une utilisation sécurisée et respectueuse des réseaux sociaux, avec des conseils pratiques et des témoignages d'experts. Présentation, Gloire Bakoula. Au XXIe siècle, l'ère du numérique, un domaine qui devient indispensable dans pratiquement tous les aspects de la vie. L'utilisation des technologies numériques, notamment les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et TikTok. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Introduit diverses réalités telles que le harcèlement en ligne et la mauvaise gestion des réseaux sociaux. C'est pour cette raison que nous nous réunissons aujourd'hui dans ce magnifique studio de la radio citoyenne des jeunes avec Monsieur Murphy Semo, auteur, écrivain et spécialiste en cybercriminalité, auteur du livre Le juge et la cybercriminalité au Congo. Nous sommes également avec Monsieur Iloy Essami, secrétaire général national de l'Union libre des élèves et étudiants du Congo, ULECO en sigle, pour discuter du cyberharcèlement et du civisme en ligne. Plus précisément, nous parlerons du cyberharcèlement avec Monsieur Murphy Semo et du civisme en ligne avec Monsieur Iloy. Le constater, notre émission est divisée en deux parties. Chers auditeurs, bienvenue dans cette émission spéciale où nous aborderons le cadre juridique du cyberharcèlement et le civisme en ligne. À la présentation, Gloire Bakoula. Comme je l'ai dit, deux parties dans cette émission. Nous allons rapidement prendre notre première partie qui est consacrée au cadre juridique du cyberharcèlement et c'est avec Monsieur Murphy Semo, je rappelle, auteur, écrivain et spécialiste de la cybercriminalité. Monsieur Semo, bonjour et bienvenue dans ce magnifique studio de la radio citoyenne des jeunes. Bonjour Madame Gloire Bakoula et merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Cybercriminalité, cyberharcèlement. Moi, j'aimerais d'abord comprendre le concept cyber. Dans les coulisses, j'ai entendu dire que lorsqu'on parle du cyber, c'est toutes les actions qui concernent l'Internet ou encore le monde en ligne. Est-ce que c'est ça exactement ? Oui, exactement, je confirme, parce qu'on entend souvent cyber, oui, il y a cyberharcèlement, cybercriminalité, cyberattaque. En fait, le préfixe cyber veut tout simplement ramener en fait la notion du mot qui suit dans la dimension virtuelle ou encore dans la dimension numérique. Ça veut dire que lorsqu'on parle du cyberharcèlement, c'est vrai qu'il y a le harcèlement qui est là, qui est connu sur toutes ses formes, mais lorsqu'on en rajoute le préfixe donc cyber, c'est pour ramener donc le harcèlement dans un cyberespace ou encore dans un environnement numérique, à savoir notamment les réseaux sociaux, les forums et autres, voilà. Alors, c'est quoi le cyberharcèlement ? Le cyberharcèlement, c'est toute forme d'harcèlement perpétrée à travers l'outil numérique ou encore à travers les technologies de l'information et de la communication sur les réseaux sociaux, les messageries instantanées ou encore sur les échanges d'emails. Merci beaucoup. Quels types de comportements sont considérés comme du cyberharcèlement ? Il y a plusieurs types de comportements qui sont considérés ou encore qui rentrent dans la famille en fait du cyberharcèlement. Nous avons par exemple l'envoi des messages menaçants, insultants ou encore diffamatoires. Nous avons également la publication par exemple des rumeurs ou encore des propos humiliants ou des images humiliantes et autres, à savoir notamment avec les vidéos, les nudes et tout ce que nous voyons souvent sur les réseaux sociaux. On a encore ce qu'on appelle le harcèlement de groupe, c'est-à-dire que c'est une meute de personnes qui vont s'attaquer à une victime, une cible en quelque sorte sur les réseaux sociaux, en se moquant de la personne et autres. Et cela est notamment appelé en jargon connu sur les réseaux sociaux, le raid numérique. On a encore la publication des images personnelles ou des informations personnelles sensibles sans le consentement donc de la personne concernée. Cela est appelé encore dans le jargon numérique le doxing. Voilà un peu l'ensemble. Alors pour mieux faire comprendre ce comportement à ceux qui nous écoutent, je vais prendre des exemples et vous allez me dire si vraiment c'est du cyberharcèlement. Je vais commencer par le premier exemple
Actuellement, il y a un citoyen camerounais qui est tombé amoureux d'une femme autochtone. Il subit beaucoup de moqueries. En tout cas, il y a des commentaires pas bien. Est-ce que ça, c'est du cyberharcèlement? Tout en sachant qu'il a fait le choix. Les gens disent que c'était pas mieux qu'il soit en relation avec cette femme autochtone. Il y avait plusieurs femmes au Cameroun. En tout cas, vraiment, c'est un sujet qui fait couler de l'encre actuellement sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est du cyberharcèlement? Ça rentre également en fait dans la famille, les différentes formes de cyberharcèlement que nous avons citées. Et là, nous avons en face un monsieur qui a publié. C'est-à-dire que là, c'est lui-même, en fait, qui a publié sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il reçoit comme commentaire, et là, ce n'est pas qu'un seul commentaire, c'est plusieurs commentaires de plusieurs personnes de nationalités différentes qui viennent donc pour l'acculer, pour se moquer de lui, pour dire qu'il a fait un mauvais choix et tout ça. Et donc, ce sont des propos qui viennent donc ternir la réputation encore de la personne ou encore même l'image de la personne. C'est là où on parle souvent de l'irréputation. Et le fait que plusieurs personnes viennent avec des commentaires malsains et tout, ben, ça prend une forme d'harcèlement parce que il peut avoir des republications, il peut avoir des partages sur plusieurs plateformes et ça peut se retourner malheureusement contre la personne qui a publié ce genre d'informations. Raison pour laquelle on dit toujours, il faut faire attention à ce que l'on publie. On n'est pas obligé de donner toutes les informations liées à notre vie personnelle sur les réseaux sociaux parce que lorsqu'on publie sur les réseaux sociaux, malheureusement ceux qui n'ont pas la maîtrise en fait de leurs commentaires parce qu'ils se disent que des réseaux sociaux sous l'égide de l'anonymat, donc on se permet de faire tout et n'importe quoi, ce qu'on n'aurait parfois pas le courage de faire dans la vraie vie, mais sur les réseaux sociaux, on se donne donc cette opportunité-là de donner son avis désobligeant qui va donc diminuer en fait la personne qui est à l'origine donc de cette publication-là. Pour conclure, je dirais oui, ça entre effectivement dans le cadre donc de toutes les formes de cyberharcèlement que nous avons sus mentionné. Et je tenais aussi à rappeler que dans ce cercle de cyberharcèlement, il y a un triangle. Donc dans ce triangle-là, il y a la victime, il y a ensuite l'harceleur et les témoins ou encore toutes ces personnes-là qui viennent pour liker, pour republier ou encore pour partager sur d'autres plateformes. Et c'est ce triangle-là en réalité qui forme le phénomène du cyberharcèlement parfait en fait. Je vais encore prendre deux exemples, c'est pour mieux faire comprendre. Le deuxième exemple, il y a une influenceuse qu'on appelle Maria Tumba. Elle est de la République démocratique du Congo, mais elle évolue à l'étranger. Récemment, elle était en Chine pour les achats. Pendant qu'elle faisait ses achats, elle a constaté qu'elle se faisait filmer sans son accord. Elle a demandé à la dame qui filmait de supprimer cette vidéo, mais ça s'est terminé en bagarre. Et aujourd'hui, il n'est pas rare également de constater, nous jeunes, lorsque nous allons dans des manifestations, dans les rencontres, dans les cérémonies, on a l'habitude de filmer ces rencontres-là et publier sans peut-être l'accord de ces personnes-là, surtout avec cette popularité des statuts, cette popularité de vues. Est-ce que par là, on peut parler du cyberharcèlement? Bien sûr, on peut parler du cyberharcèlement. Et n'oubliez pas que je pense qu'au Congo, nous avons une loi sur la protection des données à caractère personnel. Dans cette loi, il est dit qu'avant même de prendre une image de quelqu'un, il faut avoir son autorisation pour la prise d'image. Déjà, pour la petite illustration, vous allez remarquer, lorsque nous partons à des manifestations, il y a des photographes qui sont là, qui viennent pour nous prendre en photo. Et souvent, ils ne demandent pas notre autorisation, ils nous prennent tout de suite en photo. Et à la fin, ils viennent avec un cadre, une photo, pour nous dire que non, mais voici, je vous ai pris en photo. C'est pratiquement dans les mariages. Exactement. Et là, on dit non, mais il faut payer. Mais moi, je dis non, mais est-ce que moi, je vous ai donné l'autorisation de me prendre en photo? Vous n'avez pas l'autorisation de me prendre en photo. Et là, vous avez pris cette photo-là. Moi, si je n'ai pas de l'argent à vous remettre pour récupérer cette photo, est-ce que vous avez le droit de garder cette photo? Vous n'avez pas le droit de garder. Donc, sur le coup, soit la personne sera obligée de déchirer cette photo parce qu'elle n'a pas le droit de garder cette photo. Elle n'a pas le droit. Déjà, elle n'a pas eu mon autorisation. Et là, elle ne peut pas aussi avoir donc mon autorisation de conserver cette photo. Et là, il faudrait supprimer. Et ça cause beaucoup de litiges. Je dis même à certains, là encore, on rentre dans les infractions qui sont assez classiques. Mais si on porte plainte, on parlerait là du droit à l'image. Parce que la personne vient là donc en violation du droit à l'image de la personne dont la photo a été prise en fait. Et donc dans le cyberharcèlement, cela n'échappe pas non plus. Parce que là, on est face à des données à caractère personnel. Parce qu'une image est une donnée à caractère personnel. Et le fait déjà de capturer cette image, d'enregistrer cette image sans mon autorisation, ben c'est déjà une infraction. Et en plus,
lorsqu'on arrive jusqu'à la diffusion donc de cette image, là c'est encore pire en fait, parce que là vous allez mettre cette image sur les réseaux sociaux. Nous savons que l'internet est aujourd'hui un village en fait connecté, il n'y a plus de frontières, donc cette image peut être vue de tous et de partout. À ce moment-là, ça peut causer un grand préjudice à la personne qui ne voulait pas que ce genre d'image circule sur les réseaux sociaux. Et donc là, ça prend aussi une autre forme de cyberharcèlement, et je dirais oui, en conclusion, ça entre dans les formes de cyberharcèlement que nous avons mentionnées. Je vous ai suivi clairement, donc je peux dire que la publication des nudes, c'est aussi du cyberharcèlement, comme la situation qui s'est passée avec l'influenceuse Dashi. Mais bien sûr, vous savez, en ce qui concerne les nudes, il y a ce qu'on appelle le revenge porn. C'est quoi le revenge porn? Le revenge porn, c'est le fait que j'ai par exemple une petite amie, nous nous mettons ensemble, et lorsque nous avons par exemple nos ébats sexuels, nous avons pour habitude de filmer. Et là, on est d'accord que c'est avec le consentement de tout un chacun. Mais il s'avère que la relation évolue. Et moi, par exemple, je n'ai plus besoin de cette relation. Mais ma petite amie peut me dire, non, mais tu ne peux pas me quitter. Si tu me quittes, je serai obligé de publier nos ébats. Et parfois, elle va se mettre en retrait, elle va publier les images où on voit plus l'autre, en fait. Et vous voyez que là, ce sont des images à caractère pornographique. Et là, quand vous publiez tout de suite, ça porte atteinte à la dignité même de la personne qui est concernée sur l'image. Et là, ça rentre dans les nudes. Donc, ce qu'on appelle les nudes, revenge porn et autres. Dès l'instant où l'on publie, ça devient tout de suite de l'harcèlement. Parce que pourquoi on publie? Pour quelle intention on publie? Le harceleur, c'est ça. Il va vous harceler soit pour vous humilier, soit pour obtenir quelque chose de vous en retour, en fait. Et c'est ça, en fait, le harcèlement, en gros. Et donc, ce que nous voyons là, les nudes et autres, ce n'est que la conséquence, en fait, du cyberharcèlement. Fidèles auditeurs, en suivant cette émission, je pense que vous allez réorganiser votre pratique sur les réseaux sociaux. Ne publiez plus une image d'une personne sans que vous ayez son accord. Alors, vous avez parlé du triangle, le harceleur, la victime et les témoins. Pour les victimes, quelles sont les stratégies, encore les procédures que ces victimes doivent utiliser en cas du harcèlement? Déjà, les victimes peuvent tout de suite porter plainte auprès de la police ou encore la gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République. Mais encore là, on a plusieurs mécanismes. On peut aussi saisir le juge d'instruction par constitution de partie civile. Il y a même la possibilité de saisir directement une formation de jugement en passant par la citation directe par voie d'huissier. Mais encore, moi, je déconseillerais cela parce que l'huissier, à ce moment-là, n'a pas toutes les preuves, en fait, en quelque sorte. Alors que si on porte plainte devant la gendarmerie ou encore la police, il y a ce qu'on appelle une enquête préliminaire qui se fera. Cette enquête fera en sorte qu'on puisse recueillir suffisamment de preuves pour pouvoir par la suite mettre la main sur le cyberharceleur. Parce que ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que le cyberharceleur n'est pas facile à identifier. Parce que l'Internet nous confère ce qu'on appelle l'anonymat. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui va se connecter avec son vrai nom ou son vrai prénom. Pour la plupart, en tout cas pour les cyberharceleurs, ils utilisent souvent des pseudonymes en fait. Ou encore ils vont usurper les identités d'autres personnes pour ne pas en fait qu'on puisse leur identifier directement. Et c'est ce travail-là en quelque sorte que le gendarme ou encore le policier devra faire pour arriver donc à l'identification du cyberharceleur. Raison pour laquelle il est préférable de directement porter plainte. Et encore, si on est limité, par exemple sur les réseaux sociaux, il y a la possibilité que offrent en fait les plateformes, c'est de signaler tout de suite les comportements compromettants ou bien des publications, des images qui portent atteinte à notre honneur ou à notre considération, de pouvoir signaler en fait ces images-là sur les plateformes auxquelles nous sommes utilisateurs. Déjà, c'est bien qu'il existe des procédures pour les victimes, mais est-ce que le cadre juridique actuel est-il suffisant pour protéger efficacement ces victimes de cyberharcèlement ou faudrait une réforme? En tout cas, en ce qui concerne le cadre juridique, je dirais que le cadre juridique est suffisamment solide. Nous sommes aujourd'hui au Congo suffisamment outillés en matière du numérique. Et là, je pourrais dire que le ministre Ibombo a fait un grand travail en fait dans ce sens-là. Parce que le Congo est doté aujourd'hui d'un arsenal juridique assez complet. Donc je pourrais dire que oui, nous avons un cadre juridique solide, mais le problème c'est au niveau de la procédure, la lenteur. Aujourd'hui, pour obtenir justice, nous savons aujourd'hui que la justice n'est pas assez rapide qu'on le voudrait. Elle est lente au regard donc de sa procédure. Alors que
le cyberharceleur, il aura à ce moment-là le temps de supprimer ses traces ou de quitter le pays ou encore de se cacher je ne sais où. C'est la lenteur en fait de la procédure au niveau judiciaire qui cause un peu des problèmes. Et sans oublier qu'en matière de cyberharcèlement, nous avons ce qu'on appelle les infractions transnationales ou transfrontalières, du fait que le harceleur ne peut ou ne pas se trouver dans le pays où est la victime. À ce moment-là, il faudrait des réformes dans le sens où on obligerait par exemple les plateformes de vite partager les informations liées au cyberharceleur. Parce que nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, par exemple, la victime peut se trouver au Congo, le cyberharceleur est par exemple au Cameroun ou au Bénin, mais les plateformes utilisées malheureusement se trouvent aux États-Unis. Donc à ce moment-là, pour identifier en fait le cyberharceleur, il faudrait saisir ces plateformes qui se trouvent aux États-Unis et voir, là vous imaginez que la procédure n'est pas facile, elle est assez lente, elle est assez complexe et c'est au regard donc des conventions et autres que nous pouvons donc toucher ces derniers, mais c'est pas du tout facile. Bon, si ma mémoire est bonne, pendant les 2 jours de formation que nous avons eus concernant cette thématique, déjà quand vous parlez du lieu ou encore la plateforme où se déroule le harcèlement, ça dépend aussi de ce que le cadre juridique de ce pays dit, parce qu'il y a ces lois qui n'ont pas une collaboration avec notre cadre juridique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir infraction, mais il n'y a pas moyen de punir cette personne-là parce que l'endroit où se trouve la personne ou encore le lieu du harcèlement, les lois juridiques ne correspondent pas avec celles de notre pays. Tout à fait. Et là, on parle précisément du principe de double incrimination, dans le fait où, par exemple, dans le pays où on est, l'infraction commise n'est pas en fait reconnue en tant qu'infraction dans le pays où se trouve, par exemple, le criminel ou encore le cyberharceleur. C'est d'où en fait tout le problème où on parle d'harmonisation juridique de toutes ces infractions numériques. Et c'est la raison pour laquelle le Congo a ratifié à la convention de Malabo. Et là, je pense qu'on est en fait en train de voir aussi comment rapidement ratifier à la convention de Budapest, puisque la plupart en fait de ces plateformes, étant donné qu'ils se situent aux États-Unis avec donc les Nations Unies, il nous faut donc ratifier des conventions au niveau international pour pouvoir facilement détecter, identifier ces cybercriminels, tout en sachant qu'en partant même du principe de la double incrimination, l'harmonisation donc de ces infractions dans le cadre juridique au niveau international faciliterait donc les choses. À ce moment-là, notre loi interne au regard de la convention à laquelle nous avons ratifié, ce n'est plus la loi interne qui va s'appliquer, mais c'est plutôt la convention au niveau international qui va s'appliquer à ce moment-là, puisque la même convention a été par exemple ratifiée par plusieurs pays. À ce moment-là, on n'a plus de problème en fait de double incrimination à ce moment-là. Nous allons passer aux harceleurs. Quelles sont donc les sanctions prévues pour eux? Il y a plusieurs sanctions prévues pour eux, notamment en ce qui concerne nos différentes lois en interne. Sur la loi de 2020 portant lutte contre la cybercriminalité au Congo, les peines peuvent aller de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et avec une peine d'amende de 500 000 à 10 millions de francs CFA en ce qui concerne des infractions telles que l'usurpation par exemple d'identité. Et nous avons encore la loi de 2022, la loi Mouébara, portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo, où les peines peuvent aller de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et des peine d'amende de 200 000 à 2 millions de francs CFA, notamment sur les infractions telles que le revenge porn, qui est donc réprimé dans cette loi-là. Le revenge porn, c'est ce dont je venais de parler, où vous êtes en couple, vous avez l'habitude d'avoir des débats sexuels filmés, et par la suite, lorsque vous vous séparez, mais l'autre dit non, tu peux pas me quitter parce que si tu me quittes, moi je veux publier en fait ces images-là, et là, à ce moment-là, lorsque la personne publie, c'est sans le consentement en fait de l'autre, ce sont des images qui ont été filmées dans un cadre confidentiel et privé en quelque sorte. Et donc dès l'instant où on les diffuse, on tombe en fait sous le coup de l'article 68 de la loi Mouébara, donc qui réprime en quelque sorte le revenge porn. Donc il y a des sanctions qui se justifient par des lois, et les lois sont aussi des moyens pour prévenir le cyberharcèlement, parce que lorsqu'on sait déjà si je commets du cyberharcèlement je serai sanctionné, c'est déjà une manière de prévenir. Mais est-ce qu'il existe autre procédures de prévention du cyberharcèlement en ligne, notamment avec les plateformes ou encore d'autres personnes qui sont en ligne?
Déjà, avant de terminer, parce que je n'ai pas parlé des insultes ou encore de la diffamation, qui est réprimée par la loi de 2001 sur la liberté de l'information et de la communication, où la particularité en fait de ces infractions, notamment l'injure publique ou encore la diffamation sur les réseaux sociaux. Mais dans cette loi, on n'a pas pris des peines d'emprisonnement. Il n'y a que des peines d'amende en fait. Les pouvant varier de 200 000 à 2 millions de francs CFA. Là, c'est lorsqu'il s'agit par exemple des insultes ou encore de la diffamation sur les réseaux sociaux. Donc il n'y a pas de peine d'emprisonnement. Mais dans la même loi, il y a des dispositions qui font obligation aux différentes plateformes de pouvoir réguler ou encore modérer leurs plateformes en limitant ou encore en interdisant aux utilisateurs de publier des contenus illicites ou encore délictuels, notamment dans les dispositions prévues à l'article 180 donc, de la dite loi. Oui, comme je le disais, la présence de ces lois est aussi une stratégie pour prévenir le cyberharcèlement. En dehors de ça, existe-t-il autre méthode pour prévenir ce genre de comportement? Les autres méthodes qui existent que par exemple les plateformes peuvent mettre en place, c'est par exemple mettre des systèmes de signalement efficaces sur leurs différentes plateformes, sensibiliser aussi leur communauté sur les comportements respectueux qu'ils doivent avoir en fait sur ces différentes plateformes-là, sensibiliser également sur l'hygiène numérique parce que on ne peut pas publier tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ou encore l'Internet, en fait, ce ne sont pas des zones de non-droit. Non, ce n'est pas pour autant que si j'insulte quelqu'un que je ne serai pas poursuivi. Tout à l'heure, nous avons vu les différentes lois. C'est pour dire que même ce que nous faisons sur les réseaux sociaux peut avoir des conséquences réelles, en fait. Et c'est la raison pour laquelle la prévention est la meilleure solution. D'où la meilleure prévention, c'est la sensibilisation. Pourquoi ne pas, par exemple, se réunir, comme ce qu'il y a eu dernièrement, avec plusieurs associations pour sensibiliser sur le cyberharcèlement auprès des jeunes, en milieu scolaire, auprès des influenceurs. C'est ça, en fait, la meilleure prévention pour lutter contre ce type d'infraction ou bien ce genre de phénomène. Parce que le souci, c'est que la plupart des personnes ne sont pas informées, ils ne savent pas qu'il y a la possibilité de porter plainte, il y a la possibilité de signaler, ils ne savent pas. Et donc, en sensibilisant sur les différentes lois qui existent, ça permet donc aux personnes ou encore aux victimes de ne pas s'isoler, mais plutôt d'en parler et pourquoi pas d'aller plus loin en portant plainte en fait. En tout cas, chers influenceurs, chers jeunes, chers tous, sachez que l'insulte est un facteur du cyberharcèlement. Parce qu'aujourd'hui, on remarque sur TikTok, sur les réseaux sociaux, les gens s'insultent régulièrement sans pouvoir savoir qu'il y a des sanctions qui peuvent suivre. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre première partie de l'émission. Et comme vous le savez, nous sommes avec Monsieur Murphy Siemo, auteur, écrivain et spécialiste en cybercriminalité. Monsieur Murphy, un mot de plus avant de clôturer notre conversation. Concernant la thématique que nous développons en ce moment, le cadre juridique du cyberharcèlement. D'accord, le mot de plus que je pourrais peut-être rajouter, c'est que ne publiez pas tout et n'importe quoi. Dans le sens où, avant même de publier, demandez-vous si ce que je publie ne pourrait pas me porter préjudice à l'avenir. Et même si vous êtes à ce moment-là victime de cyberharcèlement, ne vous isolez pas, ne vous repliez pas sur vous-même. Au contraire, vous devez en parler à un proche, à un parent. Et pourquoi pas, il y a plusieurs associations aujourd'hui qui existent auxquelles vous pouvez vous rapprocher pour avoir des conseils afin de lutter effectivement contre le cyberharcèlement. Et tout en sachant que lorsqu'on est victime, il ne faudrait pas tout de suite se mettre à répondre à ce genre de commentaires parce que cela pourrait accentuer encore le phénomène vis-à-vis en fait de la personne qui est victime. À ce moment-là, il faudrait soit bloquer tout de suite la personne qui vous harcèle et faire des captures d'écran, des screenshots, des enregistrements pour par la suite vous permettre finalement d'avoir suffisamment de preuves et de pouvoir porter plainte auprès de la gendarmerie, police ou encore le procureur de la République ou directement devant le juge d'instruction. Certainement, dans votre livre, Le juge et la cybercriminalité au Congo, l'on peut
peut encore découvrir de plus en plus ce qui est dit sur le cyberharcèlement. Comment faire pour obtenir ce livre? Oui, le livre est disponible numériquement. Vous pouvez l'avoir en PDF sur les plateformes de l'Harmattan. Il suffirait juste de taper sur Google le juge et la cybercriminalité au Congo. Et tout de suite, vous aurez différents liens parce que l'Harmattan a un bon référentiel, ce qui fera en sorte que vous pouvez l'acheter directement en PDF au prix de 23 €. Et à Brazzaville, le livre est vendu au tribunal, donc au palais de justice, notamment au 12e cabinet d'instruction. Si vous vous rapprochez, vous pourrez avoir ce livre. Et il est également vendu à la bibliothèque Solma, chez le colonel Sola, juste là au plateau de 15 ans, derrière la pharmacie Dialker. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Murphy, d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie.